Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre première saison à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La tradition et le savoir-faire belge sont très riches. Il y a différents styles de bière, comme les bières d'abbaye, les triples ou les gueuses, qui font la fierté de tout le pays. Et puis, nous l'avons vu à travers les différents épisodes, il y a une histoire brassicole très riche en Belgique, comme celle de la brasserie que nous découvrons aujourd'hui. Saison 5, épisode 10, Gauthier Fretteur et Antonin Mas, brasserie Dubuisson à Pipet. À Pipet, où elle est installée, la brasserie Dubuisson fabrique de la bière depuis 1769, plus de 250 ans d'histoire qui s'est écrite dans cette ferme brasserie de Wallonie, région francophone du sud de la Belgique. C'est la bûche, créée en 1933, qui a permis à la brasserie Dubuisson de résister à une époque où les pils envahissaient le marché. Dans les années 2000, le ciel est dégagé au-dessus de Pipet et la brasserie aborde un nouveau tournant. Arrivent alors d'autres références et en particulier la cuvée des trolls dont le succès est aussi énorme que soudain. Cette story de la brasserie Dubuisson, je vous propose de la découvrir aujourd'hui en compagnie de Gauthier Fretteur, notre guide. Bonjour, je suis Gauthier Fretteur et bienvenue à la brasserie Dubuisson. La brasserie Dubuisson qui est à Pipet, en Wallonie, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la France, et qui est l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne, brasserie de Wallonie. Oui, donc on est la plus ancienne brasserie de Wallonie, on a plus de 250 ans au compteur, donc la brasserie a été créée en 1769. Ici, on est sur le même lieu depuis toujours, et on est une brasserie qui est restée dans le giron familial depuis sa création, son existence. C'est-à-dire que l'actuel dirigeant, Hugues Dubuisson, représente la 8e génération de cette famille, et depuis 5-6 ans, son fils Alexandre est aussi entré dans la brasserie. Oui, donc effectivement, Hugues est la 8e génération ligne de direct, en sachant que le premier était Joseph Leroy, et puis voilà, c'est suivi l'histoire, les générations, et aujourd'hui c'est 9e génération avec Alexandre, mais aussi Séverine, qui travaillent tous les deux pour la brasserie et qui sont les enfants de Hugues. On a dit que c'était l'une des plus anciennes brasseries de Wallonie, mais c'est aussi l'une des plus anciennes brasseries de Belgique. Avant que la Belgique existe d'ailleurs. Ben oui, il y a une autre brasserie du côté de la Flandre, qui est la brasserie romane, qui existe aussi depuis un petit temps. Maintenant, voilà, ils ont eu certains changements de lieu, alors que voilà, nous, on est toujours au même endroit depuis le début. En tout cas, on est dans les plus vieilles et les plus authentiques de Belgique. Et depuis 1769, on a toujours brassé ici, sans jamais discontinuer. Non, il y a évidemment eu des aléas de l'histoire où ça a été parfois un peu plus compliqué. Faut imaginer, on a vécu la Révolution française, on a vécu aussi les deux guerres, et donc il a fallu parfois s'organiser. Il y a de chouettes anecdotes autour de tout ça. Maintenant, on n'a jamais arrêté de brasser, ce qui est, je pense, aussi un peu un fait d'armes par rapport à l'histoire de la brasserie. Si on reprend le fil de l'histoire, comment est-ce que la brasserie a évolué avec le temps ? Forcément, il faut déjà savoir qu'à la base, on est une ferme brasserie. Donc, une ferme brasserie, on a souvent dans l'histoire l'impression que la bière est l'adage du moine, et en fait, pas du tout. Des fermes brasseries comme la nôtre, il y a 250 ans, il en existait plein. Parce que simplement, l'eau potable de manière courante n'existait pas. Et donc, la bière était en fait un produit parfois plus sûr que l'eau potable qu'on buvait par son processus d'ébullition. Voilà, c'était un petit peu le produit qu'on buvait dans la vie de tous les jours. Et donc, cette ferme brasserie a évolué. Parfois, on était plus ferme, parfois plus brasserie. Ça a un peu été en fonction des différentes générations qui se sont succédées. Et puis, on a cette ferme brasserie qui a vraiment évolué du côté brassicole et qui, vers 1930, a pris la dernière direction de son existence, entre guillemets, vers la brasserie, avec la création de la bière Bûche Bier, donc qui s'est lancée à ce moment-là. C'est une histoire assez incroyable parce qu'en fait, dans les années 30, toutes les fermes brasseries sont amenées un petit peu à disparaître avec un raz-de-marée qui est amené par l'arrivée de la Pils. Donc pour produire de la Pils, il faut des installations de production assez coûteuses pour pouvoir faire de la fermentation basse. Et donc, il y a beaucoup de fermes brasseries qui ne peuvent pas suivre d'un point de vue investissement. Nous, c'est notre cas, on ne sait pas suivre, mais par contre, le dirigeant à l'époque se dit il me faut une autre bière qui va pouvoir aussi fonctionner. Il se dit qu'est-ce qui fonctionne aussi dans le trends, et il y avait un peu une tendance pour les bières anglaises, et donc il s'est dit ok, je vais créer une bière de spécialité belge mais avec
des caractéristiques anglaises. Et pour ça, il va aller chercher une levure dans les années 30, une levure spécifique pour produire sa bière, qu'il va appeler Bush Beer. Et en fait, Bush, c'est autre que la traduction anglaise de buisson. Donc, Bush Beer, c'est bière du buisson, quoi. C'est un petit peu là que tout a commencé, et c'est une bière qui va assez vite avoir du succès. On va participer notamment à un concours à Paris où elle va être connue, et puis voilà, elle va se développer et elle va devenir une référence jusqu'à devenir la référence de la brasserie qu'on va produire uniquement, quoi. Donc ce sera notre seule et unique référence. Et puis arrive la 8e génération avec Hugues Dubuisson qui commence à s'investir dans la brasserie. Il est ingénieur brassicole et voilà, lui, son envie, c'est un petit peu de produire d'autres choses, de découvrir d'autres choses, mais aussi d'avoir une position stratégique au niveau de la brasserie qui soit un peu moins risquée que de se baser uniquement sur une bière à 12 degrés, même si elle marche très bien, il faut pouvoir envisager d'autres choses. Et donc, à ce moment-là, c'est en 91 que, après une longue hégémonie de la bûche, si on peut le dire ainsi, il décide de créer une nouvelle bière qu'il va appeler Bûche de Noël. Alors c'est toujours de la bûche, c'est une bière qui est saisonnière, qui existe toujours aujourd'hui, qui est, je pense quand même, on peut le dire, dans les références des bières de Noël. Et donc voilà, c'est une bière un peu plus brune, avec un côté caramélisé qui répond aux attentes qu'on a sur une bière de fête. Ça fait vraiment partie de l'ADN de ce produit. Le reste va se développer petit à petit. On va avoir la bûche blonde aussi qui va rejoindre la gamme bûche, donc une bière triple à 10,5. Aujourd'hui, son nom, c'est la bûche triple. Et puis, on a une expérimentation au niveau de la bûche, toujours, et au niveau de la marque, où voilà, on est conscient aussi que des degrés d'alcool élevés, il faut pouvoir peut-être tenter d'autres choses. Et donc, on tente une bûche à 7 degrés. Donc, cette bûche va s'appeler la bûche 7. Concrètement, ça va être un flop. Ce produit, en fait, les consommateurs de bûche ne le reconnaissent pas parce que c'est une bière légère, elle s'appelle bûche, enfin, il y a un truc qui va pas là-dedans. D'autant, son nom était pas super bien choisi parce que bûche 7, ça fait bûchette, petite bûche, et donc c'est pas incroyable et c'est pas dingue, et donc elle va vite être assez mal accueillie et mal reçue en disant c'est de l'eau votre truc, et donc on va pas spécialement avoir beaucoup de retours là-dessus. Mais c'est un échec qui va être vraiment important aussi dans l'histoire de la brasserie, et on en parle parce que Hugues va apprendre de ça et va se dire d'accord, j'ai compris que une bière légère, entre guillemets légère, on reste à 7 degrés, mais une bière plus légère que 10 degrés sous le nom bûche, visiblement ça passe pas auprès de ses consommateurs. Et puis on est encore à l'époque fort dans le giron local, et donc on a des vrais consommateurs traditionnalistes de bûche, et donc il faut peut-être un peu aller chercher autre chose pour la brasserie du Buisson. On arrive à l'an 2000, changement de millénaire, en soi c'est déjà un événement, mais c'est aussi à partir de là que la brasserie du Buisson va amorcer un vrai virage, parce que création de nouvelles recettes, diversification de la gamme à la bûche, qui est la bière traditionnelle de la brasserie du Buisson, vient s'ajouter une nouvelle référence, c'est la cuvée des trolls. Il y a vraiment cette volonté de pouvoir se diversifier au niveau de la gamme, et on se dit qu'il faut peut-être un petit peu s'éloigner du giron local de la brasserie. Et donc Hugues a l'idée de cette nouvelle bière à 7 degrés. Il lui cherche un nom qui sera la cuvée des trolls. Pourquoi ? Parce qu'on est en plein dans la vague fantastique avec le Seigneur des Anneaux, etc. Et donc il crée une bière un petit peu originale, un peu jamais vue. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'est le moment où ce qui se vend, c'est de la bière d'abbaye. Donc on vient avec un produit, avec un marketing, un string, des capotes un peu incroyable, et les gens, c'est un peu du jamais vu, et donc ça va assez bien fonctionner. Mais dans ce lancement, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il décide de le faire. C'est-à-dire qu'il va décider d'en même temps créer une microbrasserie à Louvain-la-Neuve, dans une ville étudiante. Donc clairement, l'objectif, c'est aussi de pouvoir renouveler un peu ce public. Il va faire un établissement dans lequel il va y avoir une unité de production, et dans lequel aussi on aura une taverne dans laquelle il va ne servir que les bières du Buisson ainsi que les bières brassées sur place. Et donc c'est un peu dingue quand on réfléchit au mouvement à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les microbrasseries en l'an 2000, personne n'en parlait. C'est vraiment ça a explosé à partir de 2010, mais sinon avant on parlait pas spécialement de microbrasserie. Et donc il se lance là-dedans, il lance la cuvée des trolls là-bas sur place. Donc clairement on a une diversification de l'activité parce qu'on passe aussi dans la gestion de l'ORECA, donc du CHR comme on l'appelle en France. On met les pieds là-dedans et il s'avère que c'est une belle réussite. Je prends notamment le cas des microbrasseries. On a continué à développer le projet. Aujourd'hui, on en a 4 en Belgique. Donc on en a une à Louvain-la-Neuve, ça c'était la première, et puis on en a ouvert une à Mons,
une à Tournai et on en ouvre une ici maintenant à Charleroi. Et en parallèle, on a encore 2 autres établissements qui sont là des établissements sans microbrasserie. La grande force, c'est que pour nous, c'est une magnifique vitrine pour nos produits. Donc, on a la possibilité de présenter nos bières au public. Et voilà, c'est un petit peu comme ça aussi que la renommée de nos bières s'est faite. Mais c'est pour revenir à ce fameux tournant, la cuvée des Trolls, c'est quelque chose de très fort puisque on va la commercialiser et les volumes vont exploser dans le sens où c'est une bière qui va rencontrer son succès et en Wallonie, mais aussi et surtout en France. Donc on va, je pense, être dans les premières marques à un peu explorer le marché français à l'époque. Et elle va très bien répondre aux attentes du marché français. Je ne vais pas dire qui découvre la bière, mais qui n'a pas spécialement de vue encore sur toutes les spécificités de la bière, en tout cas pas comme le marché là maintenant. Et la cuvée des Trolls, elle a de ça, c'est que en fait c'est une bière blonde, rafraîchissante et assez facile à boire sans que ce soit trop complexe. Elle va bien marcher, elle va bien fonctionner, et puis son image un peu sympa va vraiment plaire. On va avoir vraiment une explosion des volumes jusqu'en fait à avoir une multiplication des volumes par 5 en 20 ans. Et donc, c'est un fait important, puisque voilà, on s'est lancé sur une nouvelle bière qui va tirer la brasserie, puisqu'aujourd'hui, c'est 50 à 60% des volumes qu'on brasse aujourd'hui, c'est de la cuvée des Trolls. Et puis, on va diversifier la gamme, donc on ouvre la porte à d'autres références, et on ouvre d'autres références que la bûche, j'entends par là. C'est un beau tournant dans l'histoire de la brasserie. Pour être très concret, l'an dernier, la brasserie du Buisson a produit 90 000 hectolitres de bière, et tu nous disais que 50 à 60% de ces 90 000 hectolitres, c'était de la cuvée des Trolls. On peut aussi parler, toujours dans ce virage des années 2000, c'est le début du vieillissement de la bière en barrique. Et là aussi, du Buisson est pionnier, parce qu'à l'époque, la barrique, c'était réservé aux vignerons. Tout à fait, donc c'est un peu je vais pas dire un concours de circonstances, mais on est à l'époque de l'année 2000, et Hugues se dit, pour fêter le passage de millénaire, j'aimerais bien avoir une référence qui va un peu marquer le coup, quoi. Et donc il réfléchit un peu à ce qu'il peut faire, et il teste de mettre de la bûche caractère dans un tonneau de chêne neuf, mais comme tu le précisais, à l'époque, il y a rien de tout ça qui est fait, la barrique, personne n'en fait. Et donc il teste, et puis il laisse 3-4 semaines vieillir, et puis avec les brasseurs, il goûte, et le résultat est franchement peu concluant. Donc voilà, on a testé, on a essayé, et puis voilà, ça marche pas. Il laisse quand même un peu ce tonneau traîner, entre guillemets. Quelques mois plus tard, au moment de se dire, qu'est-ce qu'on en fait concrètement, par acquis de conscience, évidemment, ce sont des brasseurs, ils retestent. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, le bois a opéré sur la bière et que la magie a opéré. Et on se retrouve avec cette bûche initiale, donc la bûche caractère aujourd'hui, qui a vieilli et qui a vraiment pris au niveau des arômes du bois, qui a pris un petit peu en acidité, qui a vraiment travaillé et dans le bon sens. C'est la création, à l'époque, elle s'appelle la bûche Millennium, et puis elle va exister sous le nom de bûche Prestige. Et puis, toujours dans cette même lignée, en 2008, Hugues est en voyage en Bourgogne avec des copains, et ils sont dans une cave, et il y a un excellent cru, et les copains décident d'acheter le contenu d'un tonneau. Donc ils s'achètent les bouteilles et ils se répartissent les bouteilles. Puis il reste le tonneau, et donc tous ont la même idée en tête pour Hugues, c'est faut que tu fasses quelque chose avec ta bière, avec ce tonneau. Et donc il va faire vieillir la bûche de Noël, donc bière brune, dans un tonneau de Bourgogne Nuit Saint-Georges. Le résultat est vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'on va avoir une bière qui est tout à fait à la frontière entre une bière brune et du vin rouge, quoi, du vin de Bourgogne. Et donc tout le monde est un peu soufflé par ce truc, parce que, comme on disait, c'est la barrique. On avait la barrique en bois qui amenait quelque chose, mais là, cet aspect vin est vraiment incroyable et se ressent très fort dans le produit. Et donc, c'est aussi entre guillemets, une belle réussite, et qui sera encore édité en 2014, donc quelques années plus tard, où là, il va faire vieillir la bûche triple, donc qui est notre bûche blonde, dans une barrique de Charme Meursault. Et donc là, c'est du vin blanc, Bourgogne aussi, et on va de nouveau avoir ce truc un peu dingue de la bière blonde qui rencontre le vin blanc avec des arômes de chardonnay, ce genre de choses. C'est vraiment très surprenant, et c'est des produits qui sont, on les appelle prestige, c'est pas pour rien, c'est vraiment des produits d'exception. C'est des petites productions, c'est des petites quantités, des produits de pur plaisir, c'est des produits de bouche, et c'est vraiment de la dégustation en plat. D'autres recettes vont arriver par la suite. On a un produit qui arrive notamment en 2008, c'est la pêche melbûche. Donc en fait, on se rend compte à l'époque dans les bars,
il y a de nombreux bars qui proposent un cocktail à base de 2 bières, une bière pécheresse et notre bûche, et que ça fonctionne, quoi. Donc c'est dans les bars étudiants, ce truc un peu underground existe sans nous. Et puis on se dit ok, c'est sympa comme projet. Et donc on va d'abord créer un verre de 50 centilitres permettant de mixer les deux. Et puis au fur et à mesure on se dit ok, mais on se rend compte que sur le marché commence à exister tout et n'importe quoi dans les mélanges et tout, et on se dit on va peut-être capitaliser là-dessus et on va essayer de rapatrier le produit à la brasserie entre guillemets. Et donc pendant pas mal d'années de recherche, on a élaboré le produit pour avoir un bon équilibre entre ce qui était la bûche, ce qui était la pécheresse, donc l'aspect pêche. On travaille sur base d'arômes naturels de pêche et on y arrive. Et donc on lance la pêche mêle-bûche en 2008, qui est finalement un produit qui n'a pas spécialement été créé par nous. Et derrière, en fait, ses débuts ont été assez compliqués parce que elle avait son équivalent, qui était à l'époque pour tout le monde la vraie pêche mêle-bûche, c'est-à-dire le mélange des 2 bières. Et donc elle a dû faire son trou au fil des ans parce que c'était ah mais non, moi je veux la vraie pêche mêle. Là, vous me vendez un prémix alors que c'était pas du tout ça le produit. C'était on a travaillé les arômes de pêche, etc. pour vraiment avoir un équilibre concret au niveau de la bière. Mais finalement, elle va être bien accueillie. On est sur une bière, forcément, vu qu'il y a de la bûche dedans, bière fruitée forte, qui va énormément plaire et qui fait partie un petit peu, en tout cas, en Wallonie, de l'univers étudiant et de l'histoire de pas mal de gens. Et puis on a eu le lancement de la Surfine. Donc la Surfine, c'est une bière qu'on a ressuscitée, si on peut le dire comme ça. Donc c'est une bière qui était produite dans les années 50 à la brasserie, qui avait été arrêtée au niveau de la production. On n'a pas ressuscité la recette, on a ressuscité la marque. Donc on a réutilisé les mêmes éléments de marque qu'il y avait à l'époque, le même nom, mais on a fait une nouvelle recette. Et donc cette recette, c'est une bière typée saison, mais qui est à la fois aussi beaucoup plus qu'une saison, dans le sens où on a dedans 3 houblons, 3 levures, et notamment une levure sauvage qui fait le boulot dans la fermentation en bouteille. Et donc on va avoir un produit qui a les caractéristiques d'une saison, mais qui a quand même vraiment pas mal de corps et pas mal de caractère. Et donc voilà, on l'appelle parfois notre saison triple parce qu'elle est intéressante par rapport à ça. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est pour elle qu'on utilise le houblon qu'on cultive ici sur place. Donc on a un champ de houblon et on utilise en partie le houblon pour la Surfine. C'est un produit qui fait son bout de chemin et qui existe en 2 versions. On a aussi une version fût qui est aussi assez sympa et qui elle est plus proche d'une bière typée saison. Et puis on a le développement de la Rastatrol qui a eu lieu en 2018. Donc là c'est plus Alex, la 9e génération qui arrive et qui se dit bon, je pense qu'il est peut-être temps qu'on travaille aussi un petit peu notre gamme cuvée des trolls. On avait eu des millions de propositions troll raid, des choses un peu bateau, et on voulait pas tomber dans un truc bateau. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé sur une bière aromatisée au rhum et à la pomme verte. Donc bière aromatisée de la part d'une brasserie familiale et traditionnelle comme la nôtre, ça peut paraître parfois un peu ok, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est parfois un peu les remarques qu'on a eues, mais en fait, quand on la sort, elle est super bien accueillie, parce qu'on reste dans le travail d'un produit au niveau de la tradition brassicole. Et donc, on a une bière aromatisée, mais qui est bière. Donc, c'est-à-dire, en fait, la base de la Rastatrol, c'est de la cuvée des trolls. Et donc, on a vraiment un produit qui est hyper intéressant à ce niveau-là, parce qu'on retrouve une vraie bière. Et puis, bientôt, une petite nouvelle, mais ça, je vous en dis pas plus maintenant. Gauthier, on débute notre visite de la brasserie par l'ancienne salle de brassage qui a été en service jusqu'en 2013, donc c'était hier, des anciennes cuves en cuivre comme on les faisait à l'époque, et elles témoignent de l'histoire de cette brasserie du Buisson. Ah oui, effectivement, on a cette salle de brassage qui est absolument incroyable, où on est sur une presse filtre, des cuves qui sont encore en cuivre, et effectivement on l'a maintenu ici sur le site de la brasserie parce que pour nous ça fait partie de l'histoire. Il faut bien s'imaginer que jusqu'en 2013 elle a brassé jusqu'à 50 000 hectos. Elle a été brave jusqu'au bout, mais c'est une brasserie qui a été conçue dans les années 1950, et donc il était temps pour nous de changer, de passer sur du matériel plus écologique et aussi plus performant. Et donc on a changé, mais tout ça fait aussi suite au tournant qu'on a vécu dans les années 2000 avec l'explosion de nos volumes, avec une multiplication par 5 de ceux-ci, et donc celle-ci ne savait plus suivre, quoi. Mais donc
la différence est assez saisissante quand on voit la brasserie actuelle et celle qui a fait quand même 60 ans d'histoire de la brasserie, celle qui a vu finalement la bûche se développer. Et puis pour nous, c'est un patrimoine, que ce soit un patrimoine pour nous, mais aussi je veux dire pour l'histoire brassicole belge, puisque voilà, ce sont des installations et ça reste intéressant de pouvoir se dire ok, on sait la bière là-dessus avant, quoi. De la salle de brassage historique, on arrive maintenant dans la nouvelle salle de brassage construite finalement autour des années 2010. Donc c'est très récent, c'était il y a 10, 12, 15 ans. Alors là, plus de cuivre, on passe en tout inox, une salle de brassage complètement moderne. Ben oui, donc on a effectivement dû y passer, entre guillemets, dans le sens où l'ancienne salle commençait à avoir de l'âge avec ses 60 ans. Et donc on est passé sur un tout nouveau système qui effectivement permet d'avoir un bien meilleur contrôle de la qualité de nos produits, mais aussi qui nous permet de faire de gros efforts écologiques. Donc si je dois faire à titre comparatif, avant on utilisait 10 litres d'eau pour produire 1 litre de bière. Avec notre nouveau système, on est passé à 5 litres d'eau pour 1 litre de bière. C'est pas les seules choses entre guillemets d'un point de vue écologique qu'on récupère. On récupère notamment la chaleur de la cuve d'ébullition. On transforme cette chaleur pour chauffer tous les bureaux de la brasserie. Et puis on a aussi au niveau des matières premières de la réutilisation, c'est-à-dire qu'au niveau de notre cuve filtre, on fait 3 rinçages. Les 2 premiers sont utilisés dans la suite du process dans la cuve d'ébullition, alors que le 3e, qui va nous donner un mou faible, on va le réinjecter dans la cuve d'empâtage pour le brassin qui va arriver ensuite. Et donc voilà, on essaye d'être le plus optimal possible dans notre manière de brasser. Et puis forcément, on est sur des circuits fermés, donc avec moins prise à l'oxygène. Et donc comme je disais, un bien meilleur contrôle au niveau de notre qualité que forcément des installations qui avaient été conçues il y a plus de 60 ans, quoi. Dans cette salle de brassage, on a 4 cuves autour de nous. C'est des cuves qui ont une capacité de 100 hectos. Donc on a la cuve d'empâtage et puis derrière on va avoir une cuve qui va être cuve filtre dans lequel on va extraire le mou. Et puis on a notre cuve qui est ici juste à côté, qui a la cuve d'ébullition dans laquelle forcément c'est l'étape dans laquelle on rajoute nos houblons. Et puis on a encore un whirlpool qui permet par mouvement circulaire aussi d'éliminer les dernières particules de houblon et du brassage qui pourraient rester. Et on fait 6 brassins par jour, donc on fait jusqu'à 600 hectos par jour. On travaille sur une journée. Généralement, on travaille la même référence de bière, comme ça, les brassins se suivent et les paramétrages sont les mêmes sur la journée. Voilà, retour presque au calme. On arrive maintenant, Gauthier, dans le hall de fermentation. C'est ça, donc on est ici juste dans la poursuite de la salle de brassage. On a tout ce qui est cuve de fermentation. Et ici devant nous, on a 2 éléments qui sont assez intéressants, c'est nos levuriers. On a une levure mère qui a été amenée dans les années 30 pour créer la bûche, qui est cette fameuse levure anglaise, et qui un peu est gardée comme un grand secret de famille. On la réutilise dans la fermentation de tous nos produits. Et donc c'est ici dans les levuriers qu'on entretient celle-ci. Et elle va avoir un côté hyper intéressant au niveau de nos produits, c'est qu'elle va donner une caractéristique assez particulière à toutes nos bières. C'est-à-dire qu'au niveau des arômes, on va clairement ressentir plus dans certains produits que d'autres, mais des arômes de fruits mûrs et aussi notamment des arômes de bananes qui va être perceptible au nez sur nos bières et extrêmement perceptible au niveau de nos bûches. Notre levure, c'est un peu, je vais dire, la fierté ici, dans le sens où elle est vachement balèze, si on peut le dire comme ça, puisque en fait c'est grâce à elle qu'on a des taux d'alcool aussi élevés. Elle continue à travailler même dans un haut degré d'alcool, donc c'est comme ça qu'elle va transformer pratiquement la totalité des sucres en alcool. Et du coup, derrière, on va avoir assez peu de sucre résiduel dans nos bières, qui vont du coup faire des bières très fortement alcoolisées, mais extrêmement digestes, puisque assez peu de sucre résiduel derrière. Et donc voilà, c'est un petit peu notre mémère à nous, si je peux le dire, et on est assez fiers de cette levure. Ouais, la levure, c'est un peu la marque de fabrique, la signature de la brasserie. Mais oui, c'est un peu ce côté-là, et puis elle fait partie de notre histoire, puisque comme j'expliquais, on a été la chercher pour créer la bûche. Puis derrière, elle fait son petit travail dans les cuves de fermentation qu'on a ici. D'un côté, on a
des cuves de fermentation et de l'autre on a aussi des cuves de garde. Par exemple la ligne que tu vois ici, ce sont des fermenteurs uniquement pour la cuvée des trolls. Et donc voilà, on est ici sur la fermentation qui va durer une bonne semaine et puis on passera en garde qui sera de 2 à 3 semaines avant de pouvoir passer à la dernière filtration et à la mise en bouteille. On est dans un endroit stratégique de la brasserie qui est je ne sais même pas comment décrire la ligne d'embouteillage, mais c'est bien plus qu'une ligne parce qu'il y a 2 problématiques à gérer. D'un côté, évidemment, toutes les bouteilles qu'on appelle les one-way, c'est-à-dire celles qui ne seront pas réutilisées. Et puis, bien sûr, en Belgique, la consigne est très importante. Donc, les supermarchés, les distributeurs renvoient des casiers plastiques contenant les bouteilles vides. Et donc, il faut les traiter. Oui, c'est ça. Donc, on joue vraiment sur 2 fronts. On attend des casiers qu'on va devoir vider, nettoyer les bouteilles et les contrôler pour pouvoir les réembouteiller. Que ces fameuses bières One Way qu'on envoie et qui seront à usage unique. Et donc, effectivement, on est sur une grosse machine assez costaud qui prend la place de 2 halls. On a récemment investi et innové dans une machine en 2018 pour augmenter l'automatisation autour de tout ceci. Donc tout ce qui est la mise en carton est automatique, la dépallettisation des casiers est automatique. Et donc voilà, pour ça on a pu compter sur un gros soutien de la machine. Mais c'est vrai qu'après c'est parfois assez compliqué de pouvoir gérer entre les deux. D'autant qu'on joue aussi sur différents types de contenants. Donc on passe par ici des 75 centilitres, mais aussi des 33 centilitres et des 25. Et donc, vu entre guillemets le monstre que c'est, quand on change de volume, il faut toujours un petit peu reprévoir la machine, la repréparer à pouvoir travailler différemment. C'est un bel outil qui nous permet, en bouteille 33 centilitres, de soutirer jusqu'à 10 000 bouteilles par heure. Et en 75 centilitres, on est plus sur du 6 000 bouteilles heure. Les 5 dernières minutes avec la dégustation, on retrouve Antonin Mas qui est responsable qualité, R&D et environnement à la brasserie du Buisson et qui est également le créateur des nouvelles recettes de la brasserie. Avant de commencer notre dégustation, on peut peut-être parler rapidement des matières premières utilisées par la brasserie du Buisson. La matière première principale de la bière, bien évidemment, c'est de l'eau. Et oui, l'eau est puisée sous la brasserie, donc dans une nappe phréatique qui coule en dessous de nos pieds. Et donc on a un traitement d'eau qui est très léger. On a juste un déferriseur et des minéralisateurs pour éviter la dureté, avoir une trop grosse dureté. Mais sinon, on garde toutes les propriétés naturelles de l'eau qui est puisée sous la brasserie. Ensuite, bien évidemment, il y a le malt. Donc on utilise un mélange de malt de rang de printemps et syrah d'hiver, majoritairement issu des agricultures françaises. Évidemment, il y a le houblon. Donc dans le houblon, on utilise plusieurs variétés, majoritairement des variétés anglaises du fait que historiquement la brasserie utilisait des houblons anglais pour la bûche. Et ces variétés anglaises sont aujourd'hui cultivées en Belgique. Donc on a sur plusieurs de nos produits un label houblon belge. Pour nos produits un peu plus jeunes, comme la cuvée des trolls par exemple, là on utilise des houblons qui viennent des pays de l'Est. Donc c'est le grand Saz que tout le monde connaît, qui vient essentiellement de Tchéquie. Après ça, donc la levure qui est la matière première, on va dire, aussi très importante, c'est notre levure propre. Donc c'est une levure qui est élevée et conservée à la brasserie. Antonin, on débute cette dégustation avec, forcément, la cuvée des trolls. La cuvée des trolls, bien évidemment. Donc notre produit phare, la cuvée des trolls, qui a un peu plus de 20 ans maintenant, et qui est effectivement notre produit principal à la brasserie. La cuvée des trolls, donc, qui est une bière blonde, malt pâle essentiellement, aromatisée avec des houblons tchèques, donc le Saz, qui est bien connu de tout le monde, et qui a une petite note aromatique d'orange amer. Donc l'orange amer est utilisé en fin d'ébullition pour ramener un petit peu de peps à la bière. La cuvée des trolls est une bière qui est très digeste parce qu'en fait on atténue beaucoup, donc il y a très peu de sucre résiduel dans la bière, ce qui fait qu'elle va être très drinkable. Le visuel, donc on a une bière qui est relativement claire, qui est limpide, avec une mousse qui a une belle tenue. On essaye aussi d'avoir le meilleur lacing sur le verre, ce qui est un gros challenge pour le brasseur. Avoir une mousse collante au verre, c'est toujours beaucoup plus sympathique, pouvoir voir combien de glue on a bu notre verre. Elle va rester en bouche, mais pas collée. Donc on a vraiment une note aromatique qui vont être persistantes, mais pas de côté sucré dans la bière.
Au nez, la note particulière de la brasserie, mais ça c'est pas que la cuvée des Trolls, c'est un peu toutes nos bières, on a un petit côté banane. En fait, notre levure est une levure qui fait énormément d'ester et d'aldéhyde, et plus particulièrement des arômes de banane. Donc vous allez retrouver ça de plus en plus fort au plus le taux d'alcool va monter, parce qu'au plus la levure va travailler. Donc dans la cuvée des Trolls, on retrouve un petit peu d'arôme de banane, qui est plus prononcé dans la bûche triple et encore plus dans la bûche caractère. Deuxième dégustation avec une autre référence emblématique de la brasserie du Buisson, c'est la bûche caractère. Donc la bûche caractère est donc notre plus ancienne référence. Donc c'est une bière qui a été créée par Alfred Dubuisson en 1933, donc il y a quand même une paire d'années, qui reste encore et toujours une des plus fortes bières de Belgique. Donc 12% d'alcool. C'est une bière qui a une robe dorée, cuivrée, qui a un nez très puissant, caramel, beurre salé, banane, et une chaleur en bouche, et bien évidemment due à son taux d'alcool de 12% qui va vraiment remplir les papilles et exploser lors de la déglutition, et on va conserver après déglutition une belle note amertume de houblon anglais un peu cheesy. Et toujours une mousse très présente, mais ça j'ai l'impression que c'est aussi un peu la marque de fabrique de la brasserie. Oui, on fait beaucoup d'efforts sur la qualité de la mousse, parce que pour moi c'est un côté visuel très important. Et donc effectivement on essaye d'avoir la mousse la plus crémeuse et qui tient bien, qui colle au verre. C'est pas toujours facile, c'est un gros challenge parce qu'il faut jouer avec les matières premières par rapport à ça. Mais effectivement c'est un peu une marque de fabrique chez nous d'avoir une belle grosse mousse bien onctueuse qui reste collée à la moustache. Ouais, quand même 12 degrés, hein, la bûche caractère, ça envoie. Ah oui, effectivement, il ne faut pas en boire 15. Hein. Sinon, on n'est pas très bien en fin de journée, quoi. Donc maintenant, on va passer sur la Surfine. Oups, la Surfine, c'est une bière de saison. Donc une bière qui est pure malt, qui est fermentée avec notre levure perso, mais qui est refermentée avec une levure tout à fait atypique. Une levure qu'on appelle diastatique, donc qui va refermenter tous les sucres présents dans la bière et qui va permettre d'avoir une atténuation très 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 basse, donc vraiment très pauvre en sucre. Il n'y a quasi plus aucun sucre résiduel. Donc ça va aussi ramener une fraîcheur en bouche et un côté très poivré, très sec. Et donc ça va rehausser le côté amer, augmenter la sensation d'amertume de la bière. Voilà, donc c'est une bière qui est à 6,5 d'alcool, qui est aussi très légèrement colorée, très légèrement ambrée, donc un petit peu de malt de caramel, mais pas beaucoup, juste pour ramener un tout petit peu de rondeur quand même. Mais c'est la refermentation qui va vraiment faire exploser toutes les saveurs. Quatrième dégustation, Antonin, cette fois-ci la bûche de charme. Oui, donc maintenant on passe sur une gamme tout à fait différente. Donc la bûche de charme fait partie de notre gamme prestige, qui sont des bières mûries en tonneaux de chêne. Donc on a toute une gamme de bières qui sont mûries dans différents types de tonneaux, différentes bières, différents types de tonneaux. Donc on a pour celle-ci, la bûche de charme, c'est une base de bûche triple qui est mûrie en tonneaux de vin blanc, qui sont des vins blancs de Bourgogne, Charme Meursault, Charme Chambertin. Donc ce sont des grands crus classés, des bouteilles qui valent un bras, et qui sont très intéressantes au niveau de leur complexité vineuse, tant au niveau du côté onctuosité sucrée, que d'un petit côté parfois acidité sympathique due à la malolactique du mûrissement du vin. Et donc on récupère les tonneaux frais de vin, donc juste vidés de leur vin blanc, on les récupère et on les remplit directement pour qu'ils récupèrent le restant de vin et que le vin se marie avec la bière. Donc le mûrissement de la bûche de charme est de 4 à 6 mois. Donc après 4 mois, toutes les semaines, on va échantillonner quelques tonneaux pour évaluer le vieillissement, le mûrissement. Et quand on considère qu'elle est aboutie, on récupère la bière et on procède à une refermentation bouteille pour ramener le pétillant à la bière. Alors on est sur une robe légèrement voilée, on retrouve la mousse, marque de fabrique de la brasserie du Buisson. Au nez, je pense qu'effectivement le vin est bien là.
là vous avez une multiplicité d'arômes, des arômes de vin, des arômes de fruits, des arômes de fruits jaunes, de fruits, des petits fruits de limite confits, etc. Et surtout un côté vin de grande classe qui développe les papilles. Et à la dégustation, vous avez un petit côté, le gras du vin qui revient et qui va s'additionner avec les sucres résiduels de la bière, qui sont assez faibles mais qui sont encore présents, et donc qui vont justement vous titiller les papilles, parce qu'en fait on va sur un produit qui est en même temps un côté gras et en même temps un petit côté acidulé. 5e dégustation, la pêche melbuche, qui est une variante de la bûche. Tout à fait, donc la pêche melbuche, c'est une variante de la bûche, donc c'est un petit cocktail de bière avec un concentré de fruits de pêche et aromatisé avec des arômes naturels de pêche, qui permet d'avoir une bière un peu plus ronde, un peu plus fruitée, un peu plus tout en conservant une note importante au niveau alcool et une chaleur en bouche intéressante. Donc là vous aurez vraiment un côté fruité qui va être bien rond en bouche, mais pas non plus excessif. Donc je maintiens le fait qu'on travaille sans édulcorant de synthèse, c'est très important pour nous. Donc qu'avec des sucres de fruits, des sucres naturels, mais on n'est pas dans l'excès non plus. On n'est pas sur un produit qui est excessivement sucré, on reste sur une bière vraiment, quoi. C'est vraiment une bière qui est aromatisée avec des fruits naturels. Donc on est sur une robe relativement comparable à la bûche caractère, donc une couleur cuivrée, gentiment dorée, pas trop foncée, bien translucide, une mousse onctueuse. Et dès qu'on approche son verre du nez, on se rend compte qu'on a des arômes de pêche, de confiture de pêche confite, qui est super intéressant et qui donne envie de déguster. À la dégustation, vous avez vraiment une amplitude du fruit qui va vous remplir la bouche avant déglutition, et après ça, vous avez une note amère qui reste persistante, qui prouve quand même que vous buvez une bière. Gauthier, on se retrouve pour conclure cet épisode du Podcapsuleur, et on ne peut pas ne pas parler du musée du Buisson, qui a été inauguré fin 2019. Donc il a peu accueilli de public pour l'instant, à cause des raisons qu'on connaît, ouais. Mais c'est un vrai projet aujourd'hui. Mais oui, donc aujourd'hui, on a une volonté au niveau de la brasserie, et c'est la volonté qui a un petit peu été partagée tout au long du développement de ces 20 dernières années, c'est de pouvoir partager notre savoir-faire à un plus grand nombre. Donc que ce soit dans nos microbrasseries ou au niveau de nos bières, on aime pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait et ce qu'on propose. Et donc, au passage de notre 250e anniversaire est né ce projet touristique où on a créé, en fait, on est revenu aux racines, c'est-à-dire que le premier brasseur de la lignée familiale du Buisson brassait pour le seigneur de Guisseny, qui est un château qui se situe juste en face de la brasserie. Et donc on a réinvesti ce château dans lequel on a fait une taverne et dans lequel on a fait ce musée interactif. Et donc notre objectif était de pouvoir montrer à tous les visiteurs qui passaient par chez nous un petit peu ce qu'on faisait, ce qu'on proposait. On fait des visites brasserie, mais c'est plus contraignant parce qu'il faut un groupe, il faut que ce soit encadré. Donc on voulait vraiment pouvoir s'ouvrir à tous. Et donc c'était le début de la construction de notre projet touristique où on a ce musée, mais ça s'articule aussi autour de nos visites brasseries qu'on continue et dans lequel on va réinvestir. On a ouvert une boutique aussi sur site. Et donc voilà, notre objectif c'est de se positionner sur le tourisme brassicole wallon et de se positionner comme une des visites incontournables en tout cas à faire au niveau de la Wallonie et de la Belgique, pouvoir un petit peu découvrir le site parce que voilà, on a 250 ans d'histoire, la brasserie elle en témoigne et c'est des installations qui sont souvent impressionnantes à voir. Et donc on capitalise là-dessus, on espère pouvoir atteindre jusqu'à 20 000 visiteurs par an. Voilà, ici ça coince un peu évidemment avec le Covid, mais voilà, c'est un projet dans lequel on a confiance et on est certain que ça prendra.
Merci à Gauthier Freiteur et Antonin Mas pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie du Buisson en images. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire aussi sur Spotify. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com/podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.